Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous amène en 1977, au mois d'août pour être plus précis, à un mois du 20e anniversaire de la dictature des Duvalier. Un homme débarque en Haïti avec un plan bien précis, faire libérer le maximum de prisonniers politiques possible. Cet homme, c'est l'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, Andrew Young. Et pour réussir, il va falloir qu'il soit un grand diplomate. À son arrivée au pouvoir, au début des années 70, Jean-Claude Duvalier veut faire la révolution économique. Pourtant, sur le plan politique, le duvalierisme n'a rien réglé. Ses ennemis sont de plus en plus virulents. En réponse, le régime devient plus méthodique, moins démonstratif dans la répression, mais plus discret, plus terrible donc. Ces prisons sont remplies de prisonniers politiques qui attendent un hypothétique jugement. Fort Dimanche continue à être un sinistre lieu où les gens rentrent avec peu d'espoir d'en sortir. Duvalier développe un réseau de 3 prisons. La caserne des Salines, située dans l'enceinte du palais présidentiel, Fort Dimanche, surnommé Fort la Mort, et le pénitencier national. Ces 3 prisons sont alors connues sous le nom de Triangle de la Mort. En effet, à la fin de la décennie, Amnesty International estime que 10% des prisonniers trouvent la mort durant les premiers jours de leur incarcération en raison des conditions de détention, des maladies, de la brutalité ambiante, de la torture et des exécutions. Et 80% des prisonniers ne peuvent espérer survivre plus de 2 ans. Selon Amnesty International, le mode de répression du régime de Jean-Claude Duvalier consiste alors à faire disparaître les gens dans les prisons en niant les avoir arrêtés. Au lieu de la révolution économique, le jean-claudisme révolutionne les méthodes de répression. En 1977, Jimmy Carter, après son élection à la présidence des États-Unis, lance la nouvelle donne. Le nouveau président démocrate fait des droits de l'homme son cheval de bataille et veut en terminer avec les caudillos sans pitié qui font de la torture une arme politique au nom de la lutte contre le communisme. Selon plusieurs témoignages, Duvalier était attentif au cartérisme et devait se montrer plus subtil dans sa manière de réprimer son peuple sous peine de fâcher le nouveau pensionnaire de la Maison-Blanche. Quant à Carter, contrairement à ses prédécesseurs, il comprenait l'importance des Caraïbes dans le jeu économique et voulait en faire une priorité de sa nouvelle administration. C'est dans ce contexte que l'ambassadeur américain aux Nations Unies, Andrew Young, passe 24 heures à Port-au-Prince et rencontre le président à vie, Jean-Claude Duvalier, au sujet des droits de l'homme, en ce mois d'août 1977. Pour certains prisonniers engloutis dans les prisons de Duvalier, dans le triangle de la mort, c'est le contre-la-montre. Andrew Young pourra-t-il les sauver? Mais qui est Andrew Young et pourquoi pourrait-il sauver la vie de quelques prisonniers politiques haïtiens? Andrew Young Jr. est né à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, le 12 mars 1932, dans une famille de la classe moyenne américaine. En 1951, il obtient un diplôme en biologie à l'université d'Howard. En 1955, il obtient un diplôme en théologie et est ordonné pasteur dans l'Église unie du Christ, puis au Bethany Congregational Church, à Thomasville, en Géorgie. En 1957, il rejoint le Conseil national des Églises du Christ en Amérique, à New York, en tant que directeur associé de la division de la jeunesse de l'éducation chrétienne. C'est dans ce contexte qu'il rencontre le docteur Martin Luther King. Les deux hommes deviennent proches et s'engagent côte à côte dans la lutte en faveur des droits de vote,
des Noirs américains dans l'Amérique ségrégationniste. Leur combat déborde sur les droits civiques. Young devient l'un des proches conseillers de Martin Luther King en réalité. D'ailleurs, il est avec lui au Lorraine Motel de Memphis le 4 avril 1968 lorsqu'il est assassiné. Très touché par cet assassinat dont il fut le témoin en première ligne, Young décide de rentrer en politique. En 1970, il se présente aux élections pour le Congrès. Bien que battu lors de la première candidature, il se représente avec succès en 1972. Il sera un digne représentant du district de Géorgie pendant 3 mandats avant d'être nommé ambassadeur aux Nations Unies par le président Jimmy Carter. Andrew Young sera le premier ambassadeur afro-américain auprès des Nations Unies. Influencé par Ralph Bunche, le premier homme d'origine africaine à recevoir le prix Nobel de la paix en 1950. Young se montrera sympathique avec les pays en voie de développement, ce qui lui attira bon nombre d'ennuis à Washington et à New York, respectivement siège du pouvoir américain et de l'influence onusienne. C'est en cette qualité qu'il est en visite en Haïti en ce 15 août 1977. Andrew Young est donc reçu par Duvalier à Port-au-Prince le 15 août 1977. Les rapports rendent compte d'une rencontre cordiale. Puis, il rencontre l'ambassadeur américain en Haïti, William B. Johnson, dans le but de l'influencer. Mais ce politologue californien, nommé par Jimmy Carter ambassadeur en Haïti le 26 juillet 1977, partage les visées du président américain qui fait de la transition démocratique en Haïti un objectif majeur. Young ne pouvait pas frapper à meilleure porte. Il est sur la même longueur d'onde que le président Carter et l'ambassadeur Jones. Ce qui, à coup sûr, devrait faciliter les négociations avec le jeune dictateur de 25 ans. Après son passage en Haïti, Andrew Young vole pour les Barbades, dans le but de faire passer le même message qu'en Haïti. Andrew Young est bien renseigné sur les intentions de Jean-Claude Duvalier qui répète « Mon père avait fait la révolution politique, je ferai la révolution économique. » Et pour atteindre son but, il a besoin de l'aide des États-Unis. Alors, il fera ce qu'ils disent. À son arrivée en Haïti, Andrew Young a une stratégie. Briefé par l'ambassadeur Jones, lors d'une conférence de presse, il fait savoir que l'emprisonnement des opposants politiques et le recours à la brutalité ne contribuent guère à la croissance et au développement économique qui sont prônés par Duvalier. Mais au contraire, la répression conduit inévitablement un pays à sa chute. Lui qui s'est battu dans son Amérique pour que les Noirs soient des hommes avec les idéaux de la révolution haïtienne de 1804 comme guide, il ne conçoit pas qu'il ne le soit pas ailleurs. En plus, souvenez-vous que l'homme est chrétien et ne conçoit pas que l'humain soit déshumanisé. Plus tard, dans la journée, il réitère ce message au cours d'un entretien en tête-à-tête avec le jeune dictateur mégalomane. Acculé, Jean-Claude Duvalier aurait indiqué à Young qu'il n'était pas opposé à une enquête menée par une équipe sur les droits de l'homme sous la supervision de l'Organisation des États américains, mais a déclaré qu'il ne voulait pas d'enquête pour le moment parce qu'il ne voulait pas donner l'impression de céder aux pressions politiques. Mais ce n'est pas tout. L'ambassadeur Young est venu traiter de dossiers précis. Il a en sa possession une liste de 21 prisonniers politiques à faire libérer ou à faire juger. Il lui demande d'agir sur cette liste de prisonniers politiques en libérant certains et en traduisant en justice les personnes arrêtées pour des délits graves. Il lui demande de limiter la durée de détention sans comparution devant le juge à 48 heures, officiellement autorisée par la Constitution haïtienne. Le 21 septembre 1977, Duvalier honore les promesses faites à l'ambassadeur Young en libérant 104 prisonniers politiques
alors qu'Haïti signe officiellement la Convention américaine sur les droits de l'homme. Il faut dire que l'heure est à la fête en Haïti. Le régime célèbre le 20e anniversaire du pouvoir de la famille des Duvalier. Le gouvernement annonce même la fermeture de Fort Dimanche, même si ces promesses ne seront jamais suivies des faits. Parmi les personnes libérées, il y a Patrick Lemoine, prisonnier politique arrêté sans motif le 19 décembre 1971. Il écrira en 1996 « Fort Dimanche, Fort la mort », un livre de témoignage sur sa vie de prisonnier. C'est le cas également de l'ancien footballeur Robert Duval, arrêté le 20 avril 1976, de Joseph René, arrêté en 1972, de Denise Prophète, arrêté en mars 1973, de Jean-Jacques Voltaire, arrêté dans la nuit du 5 décembre 1969, de l'ingénieur agronome Alix Fizemé, arrêté le 26 avril 1976, le 22 septembre 1977, date qui marque l'élection frauduleuse par laquelle son père avait pris le pouvoir, Jean-Claude déclare qu'il ne reste plus aucun prisonnier politique sur tout le territoire haïtien. Duvalier dit avoir décidé de libérer ses prisonniers de sa propre volonté et que personne ne le lui a demandé. Ce discours inspire de la méfiance de la part de l'ambassadeur Jones, qui s'inquiète du sort des personnes portées disparues. Car cette vague de libération, si elle fera beaucoup d'heureux parmi les amnistiés, sera un moment de désespoir pour les familles dont les proches ne figurent pas sur la liste des 104 personnes libérées. Cela signifie qu'ils ont péri dans le triangle de la mort. Et puis, ce même 21 septembre 1977, Duvalier a préféré exécuter certains prisonniers au lieu de les libérer. C'est le cas des exécutions à Mont-Christophe et à Titan. Amnesty International arrive à établir une liste de 100 personnes dont on est resté sans nouvelles. Des personnes mortes en détention ou tout simplement exécutées avant l'amnistie de septembre 1977. Il y a des gens qui vous disent que la politique ne sert à rien, que la droite et la gauche, c'est la même chose, que républicains et démocrates, c'est kiff-kiff. Peut-être, mais les Patrick Lemoine, les Joseph René, les Denise Prophète, les Robert Duval, pour ne citer que quelques-uns, doivent leur vie sauve à la volonté politique de certains hommes, Jimmy Carter, Andrew Young et même l'ambassadeur Jones. L'intervention de Young n'empêchera pas au régime de se durcir, d'arrêter, d'exécuter et de continuer son entreprise de destruction systématique des opposants politiques, comme ce fut le cas des arrestations suivies d'exécutions du 9 septembre 1983. Mais les 104 libérés du 21 septembre 1977 ont pu avoir la vie sauve. Certains sont devenus mes amis en Belgique dans les années 90, des personnes bienveillantes qui ont aidé la communauté haïtienne à grandir et à se structurer, des humanistes qui méritaient vraiment de vivre. Je pense à Joseph René, paix à son âme, et à Denise Prophète notamment. Quant à l'ambassadeur Young, remarqué pour son approche sympathique dans les relations avec les pays en développement, il sera contraint à la démission en 1979, après une réunion non autorisée avec un représentant de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. En 1981, le président Carter lui décerne tout de même la médaille de la liberté du Congrès. Young devient maire d'Atlanta de 1982 à 1990, avant de lancer une candidature infructueuse au poste de gouverneur de Géorgie en 1990. Il reviendra en Haïti dans d'autres circonstances. Mais ça, ce sera l'objet d'une future émission sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette page de notre histoire ô combien importante. Toutes ces personnes qui ont pu avoir la vie sauve grâce à l'intervention d'un homme. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne. Et n'oubliez pas de continuer à vous abonner à cette chaîne. J'ai vraiment besoin de vous. À très bientôt.
portez-vous bien et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.